C'est une des voix importantes qui compte et je suis toujours heureux d'accueillir Elisabeth Badinter parce qu'évidemment, vous êtes une philosophe, vous êtes une écrivain, vous êtes une historienne et vous êtes avant tout une femme, une féministe, une femme engagée dans votre temps et une voix qui porte. Et madame, merci pour ça. Et je voulais vous le dire très franchement. Et je voudrais qu'on parle de ce livre, Les conflits d'une mère. Parce que c'est incroyable comment Marie-Thérèse d'Autriche et ses enfants vous passionnent et nous passionnent quelque part. Parce qu'au fond, vous dites que cette femme, qui a été la femme la plus puissante d'Europe, ayant eu autant d'enfants, ayant eu autant de responsabilités, finalement, inspire la modernité de la maternité. Oui, c'est ce que j'ai découvert, étonné, en écrivant ce livre et en travaillant dans des archives, d'ailleurs inédites. Oui. Pour beaucoup. Oui. Mais pourquoi cette passion ? Pourquoi aller... Alors, c'est le deuxième livre, je crois. Vous vous penchez sur ce personnage inouï. Alors, justement, et je pense que c'est assez rare en littérature ou en sciences humaines, c'est rare qu'on soit invité à faire deux portraits de la même personne. Pour Marie-Thérèse, j'avais d'abord travaillé sur la femme politique, la femme de pouvoir, etc. Et j'avais découvert une femme, une impératrice très très active, avec un charme que tous ses contemporains ont célébré. Tous les ambassadeurs étrangers ont parlé qu'on ne pouvait pas lui résister, tellement elle était exquise, charmante, et surtout qu'elle avait un art de la diplomatie formidable. Bon. Et puis, j'avais bien vu, évidemment, qu'elle avait eu 16 enfants. Oui, c'est incroyable. 11 filles et 5 garçons. Exactement. Tout en l'espace de 19 ans. Presque la moitié de son règne. Oui, dont l'avant-dernière est Marie-Antoinette, disons-le tout de suite. Absolument. Et je me disais, mais comment cette femme a fait pour élever 16 enfants, enfin 13 en vérité, parce qu'il y en a 3 qui vont mourir en bas âge. Et donc, j'ai eu envie de voir comment était la mère avec chacun de ses enfants. Et là, c'est une toute autre femme que j'ai rencontrée. Une mère, alors oui, une mère qui m'a fait penser aux mères modernes, c'est-à-dire une mère qui rompait quelque part avec le sentiment maternel qu'il y avait jusqu'au milieu du XVIIIe. Et c'est une mère qui, contrairement à son entourage, à sa classe et même aux grandes aristocrates, c'est une mère qui a de l'intérêt pour ses enfants. Oui, elle dit d'ailleurs, l'éducation de mes enfants a toujours été mon plus cher objet. Exactement. Et alors, plus que tout le reste, et pourtant. Oui. Et pourtant, d'une part, elle ne cessera quand même jamais d'être impératrice, d'où le problème du conflit entre la mère et l'impératrice. La mère qui a des entrailles et l'impératrice qui voit son devoir d'impératrice, qui se contredisent. Mais ce qui m'a fascinée, c'est que elle inaugurait, si vous voulez, une mère attentive, une mère aimante, une mère éducatrice, et aussi une mère infirmière. Elle soigne ses enfants, elle les accompagne quand malheureusement ils vont mourir. Ça n'existait pas à l'époque. Quand on perdait un petit enfant au XVIIIe, et encore assez longtemps même après elle, c'était un ange au paradis. Oui. Vous en referez 12. Voilà ce qu'on lui dit. L'amour maternel existe par elle. Oui, d'ailleurs, on peut se demander comment elle a eu ses intuitions, ses sentiments, étant donné que sa mère n'a pas du tout été une mère de ce genre. C'est une mère qui se fichait de ses enfants. Donc elle ne reproduit pas ce schéma, elle en invente un autre. C'est en ça qu'elle est incroyable. Elle est incroyable. Et la mère qu'elle fut, on peut dire qu'elle anticipe la mère de la bourgeoisie qui s'intéresse à ses enfants, d'ailleurs à l'époque au 19e et jusqu'au début du 20e. Après, avec la psychanalyse, avec tout ça, les mères contemporaines en savent un peu plus sur ce qu'il ne faut pas faire. Oui, et pourtant, elle a tant de responsabilités. Il y a des guerres, il y a deux guerres. 2 guerres de 7 ans. Des empires à gérer. Exactement. Et également, il faut quand même dire qu'elle destine ses filles à l'intérêt des empires. Au fond, elles doivent épouser ce qu'elle choisit. Absolument, sauf une fille, qui est sa préférée
et qui sera la seule de ses enfants qui pourra faire un mariage d'amour. C'est la seule, c'est Marie-Christine. Et ça aura des conséquences assez graves sur les autres frères et sœurs de cette Marie-Christine, car ça va susciter terrible jalousie. Oui, elle dit, pour l'une d'entre elles, qu'elle destine, je n'ose la regarder dans les yeux quand je pense au destin que je lui réserve. Exactement. Et ça, elle est consciente que... Alors, c'est ça Est-ce qu'elle fait passer à ce moment-là, c'est les intérêts de l'Empire avant Absolument. L'amour? Absolument. Elle fait passer les intérêts de l'Empire avant l'amour. Bien sûr, à l'époque, on fait ça dans toute l'Europe. Mais quand elle dit, juste avant le mariage qui n'aura pas lieu parce qu'elle va mourir in extremis, cette charmante Josépha, elle dit, donc avant son départ, je n'ose même plus la regarder dans les yeux, car l'homme qu'elle lui a choisi, elle, pour des raisons politiques, est vraiment connu dans toute l'Europe comme un type épouvantable. Oui, et ce destin-là, ce destin de femme, nous dit quoi pour aujourd'hui, Elisabeth Badinter? Alors, au fond, est-ce que la barre est pas trop haut? Se dire, c'est incroyable ce qu'elle a pu faire. Est-ce qu'aujourd'hui, les femmes doivent, j'allais dire, ce modèle? Non. D'abord parce qu'on n'a pas 16 enfants, on n'en a même pas 13 d'ailleurs, et que donc c'est autre chose. Ce qui nous, comment dirais-je, est commun aujourd'hui avec cette maternité inaugurée par Marie-Thérèse, c'est ce sentiment d'incertitude. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je suis une bonne mère? Ou ai-je été une bonne mère? Quelles erreurs j'ai fait? Et c'est cette question qui est rémanente chez elle est vraiment celle des mères contemporaines. Et on est très exigeant, on est très demandeur à l'égard de la mère aujourd'hui. Peut-être est-ce une des conséquences justement des découvertes de la psychanalyse. Et alors qu'on ne l'était pas à son époque, personne ne lui demandait d'être... Mais elle a toujours eu ça en tête, au point que même elle demandait des conseils. Est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous pensez de celle-là, de celle-ci? Elle avait le souci de ses enfants. Et le souci qu'ils soient bien éduqués, dans le détail, elle vérifie tout. Écoutez, pensez qu'elle demandait à ses filles et à ses fils de lui écrire chaque semaine une lettre en français, en allemand et en latin, et qu'elle les corrigeait. Or, elle travaille 15 heures par jour. Ou comment elle a fait? Oui. Je ne suis pas sûre qu'aucune femme d'aujourd'hui qui aurait 13 enfants et son agenda pourrait y arriver. Oui. On est au XVIIIe siècle, Elisabeth Badinter. Aujourd'hui, on est dans ce siècle nouveau. Vous, je le disais, la féministe, la femme engagée, vous dites au fond, il y a de nouveaux combats pour les femmes aujourd'hui. Au fond de ce que cette impératrice incroyable a fait, aujourd'hui, peut-être il y a des combats qui ont été perdus, des reculs. Il pourrait y avoir des reculs. Et comme vous le savez, que ce soit en Hongrie ou en Pologne, que ce soit en Amérique, par exemple, le droit d'avorter est menacé. Et donc, ce serait un recul terrible pour les femmes, mais terrible. Donc, il faut veiller. Bon, on ne sait pas le cas en France du tout et dans les autres pays européens, mais je pense quand même que les combats ne sont pas terminés. Je pense aussi que il faut avancer sur un certain nombre de choses, et notamment sur le partage des tâches familiales entre père et mère. Parce qu'aujourd'hui encore, en dépit de beaucoup de livres, de beaucoup d'articles, de beaucoup de ça, des féministes en général, c'est toujours la mère qui a sur les épaules à peu près 80% des tâches familiales et ménagères. Oui. Eh bien, c'est pas possible d'arriver, ou d'avancer plutôt, dans le problème de l'égalité des sexes si il n'y a pas ce partage des tâches un peu plus juste. Et de ce point de vue, j'ai été très contente qu'on allonge un peu le congé paternel et qu'on oblige les pères, alors que ce n'était pas le cas avant, à prendre au moins 8 jours. Parce que c'est comme ça, non seulement qu'on établit des liens entre le père et l'enfant plus profonds, mais c'est aussi une façon pour les pères de gérer la maison, de se rendre compte, etc. Bon, il y a 1000 choses à perfectionner, c'est incontestable.
Pour autant, faut-il faire la guerre aux hommes? C'est pas mon avis. Oui. Vous craignez qu'il y ait une guerre aux hommes? Je dis une guerre, la guerre des sexes, quoi. Et oui, je pense que après MeToo, il y a eu un durcissement très fort des féministes. Au départ, c'était, je dirais, le droit à la parole et de dire c'est les agressions dont on a été l'objet, ce qui était très bien, libérer la parole. Et puis, peu à peu, je trouve que tout s'est durci, qu'on est rentré dans une attitude binaire, c'est-à-dire l'homme est un potentiel agresseur, alors que les femmes sont naturellement des victimes innocentes. Tout ça, ça me plaît pas. Oui, c'est pour ça notamment que vous n'avez pas défendu la loi pénalisant les clients des prostituées. Non, c'était pas pour ça, pour ces arguments-là à l'époque, parce que ça fait quand même quelques années. C'est parce que je continue à croire que les femmes sont maîtresses de leur corps. Et qu'après tout, si des femmes, dès lors qu'elles n'y sont pas contraintes par un tiers, c'est-à-dire par un souteneur, des femmes libres, eh bien, les femmes ont tout à fait le droit de se prostituer si elles préfèrent ça à d'autres choses. Parce que, en fait, ce qu'on a fait, c'est le pire. En condamnant les clients, d'abord, ça a enlevé beaucoup de clients aux prostituées, mais c'est pas ça, ça les met en danger. Ça les met en danger parce que comme c'est interdit maintenant la prostitution pour les hommes, donc pour elles de facto, le fait est, c'est qu'elles vont dans des endroits où il n'y a pas grand monde, parfois même parce que je le vois quelquefois quand je suis en voiture et que je sors de Paris, proche de forêts où elles peuvent se réfugier, et donc elles sont sans défense. Et je trouve que c'était la pire solution. La solution, c'était une guerre impitoyable contre les souteneurs, contre les bandes comme ça, les mafias, et qui mettent les femmes sur le trottoir et qui sont d'une brutalité épouvantable avec elles. Oui. Donc voilà, et non, on ne les protège plus du tout. Quand vous entendez la défenseur des droits s'opposer à ce que propose Marlène Schiappa, c'est-à-dire d'interdire, de pénaliser les médecins qui établissent des certificats de virginité pour des jeunes filles, la défenseur des droits a dit non, il faut laisser les médecins libres. Donc on sait que certains font des certificats de virginité pour, disent-ils, permettre à ces jeunes filles de s'intégrer dans leur milieu traditionnel. Et est-ce que ça, c'est une concession? Oui, c'est une concession. C'est une concession et je pense que Mme Schiappa a raison sur le principe. Comment, en France, en 2020, il faut montrer des certificats de virginité. C'est insupportable. Mais pour autant, je serais médecin. Et une jeune femme qui doit se marier viendrait me voir en disant « c'est la catastrophe, j'ai besoin d'un certificat de virginité », eh bien, je vous dis franchement, je ne sais pas ce que je ferais. Je pense que j'essaierais de lui épargner le pire, quoi, et donc de faire un certificat. Mais sur les principes, elle a raison. C'est-à-dire qu'il faut pénaliser, l'interdire. Oui, elle a raison sur le principe, il faut interdire ça, parce que c'est en acceptant ces fameux certificats, je veux dire, on consolide l'idée que les femmes ne sont pas les égales des hommes. On ne demande pas ça à un homme, un certificat de virginité. Et ça, si vous voulez, donc ça souligne la soumission des femmes. C'est insupportable. Je pense que elle a raison sur le principe, mais il peut y avoir des cas de jeunes femmes dans des familles particulièrement orthodoxes et dont les hommes peuvent être violents, on en a vu suffisamment de cas, dire je vais éviter à cette jeune fille des déboires épouvantables. Oui, oui. Vous avez le sentiment, comme certains le disent, que la gauche, les Verts, parfois ont un problème avec la République, ce que dit aujourd'hui Anne Hidalgo, la maire de Paris. Alors, on a par exemple le porte-parole des Verts, Julien Bayou, qui a dit « il n'y a aucune raison au nom de la laïcité d'interdire le burkini », où on a d'ailleurs les Verts à la mairie de Paris qui ont hésité à donner à Samuel Paty le nom d'une rue de Paris en disant qu'il fallait attendre 5 ans. Est-ce que derrière ça, vous dites qu'il y a un véritable danger ? Écoutez, danger, d'abord je sais qu'il faut 5 ans pour donner un nom en principe de quelqu'un à une rue de Paris, ça je le sais. Mais il y a effectivement dans la gauche, je dirais, plus radicale, et qu'on appelle parfois islamo-gauchiste, une sympathie
plus sûr pour les islamistes que pour la République ou que pour les musulmans respectueux de la République. Je suis très frappée que jamais dans le discours islamo-gauchiste, on ne fasse pas la différence entre islamisme politique et islam. Je veux dire par là que il y a une trentaine d'années, il n'y avait pas le moindre problème avec les Français musulmans, ni à l'école, ni nulle part. Ça ne se posait pas. C'est avec l'arrivée de salafistes, souvent de réfugiés du GIA après la guerre civile en Algérie, qui s'est infiltrée comme ça une nouvelle idéologie qui est la leur et qui consiste très simplement, effectivement, au séparatisme. Nous voulons vivre comme nous voulons. Et qui font de la charia un principe supérieur à la politique, à la République française. Voilà. Oui, et on n'arrive pas, vous diriez-vous, à dénoncer cela au prétexte d'être ensuite accusé, finalement, de stigmatiser tous les musulmans. Oui, ça, c'est le discours qu'on entend. C'est la ruse des islamistes. C'est la culpabilisation. C'est ça, là. Et ça marche très bien en Occident. C'est vous, nous sommes les damnés de la terre, vous vous conduisez très mal avec nous, et par conséquent, vous êtes islamophobes. Mais les gens ne sont pas islamophobes. Les gens, pas du tout, sauf quelques extrêmes droites que l'on connaît. Mais les gens ne sont pas islamophobes. La question qui se pose, c'est de refuser absolument la dialectique victime, toujours innocente, et coupable, qui sont le reste de la population. Eh bien, moi, ça fait très longtemps que je dénonce ça, parce que les gens ne veulent pas qu'on pense qu'ils sont racistes ou vraiment islamophobes. Et je leur dis, n'ayez pas peur, dites ce que vous pensez, dès lors que ce sont des pensées qu'on peut exprimer dans une république démocratique. Voilà. Et c'est toujours pareil. Et c'est une grande technique de l'extrême gauche. C'est-à-dire, à leurs yeux, qui ne fait jamais la distinction entre islam et islam politique, à leurs yeux, l'islamisme, ce sont les derniers damnés de la terre. Et voilà, et plus forcément le prolétariat qu'on a connu avant. Et donc, ils sont beaucoup plus proches des islamistes, je dirais même que des musulmans, qui sont des Français comme tout le monde, si j'ose dire, et qui n'essayent pas d'introduire un système ou des principes contraires aux nôtres. Pas du tout. Oui. Et ça me frappe beaucoup de voir qu'ils font beaucoup de bruit, ils sont assez... Déjà, ils ont des antennes dans les universités, et alors on peut aussi se dire que le travail si difficile que les professeurs d'histoire ont à faire dans les collèges pour essayer d'expliquer la liberté d'expression, les principes de la République, eux qui se donnent tant de mal pour ouvrir, je dirais, l'esprit de ces enfants qui viennent sur les principes de la République et la laïcité, eh bien, dans les universités, justement, c'est plutôt le travail inverse qui se fait. Oui, vous vous dites, il y a un combat à mener qui ne se gagnera pas de manière pacifique. Au fond, vous dites, il faut mener une guerre idéologique. Il faut mener une guerre idéologique dans tous les domaines et observer à la loupe ce qui est correct et ce qui n'est pas correct et qui n'est pas en phase avec nos principes. Et il faut agir. Et donc, je pense que le président de la République a compris ça et va mettre en action des décisions qui sont bien sûr relayées par le Parlement, qui seront une surveillance et un refus des compromissions, comme on en a vu, avec les séparatistes. Il avait raison de parler de séparatisme, parce que c'est bien ça. Je ne dis pas que cet islam politique veut transformer la France en un pays musulman, mais c'est bien le séparatisme, c'est-à-dire vos principes, ça ne nous intéresse pas, mais vous faites ce que vous voulez pour vous, nous, on fera ce qu'on veut. Voilà. Oui, oui. Il n'y a pas le risque d'une république autoritaire, parce que ça, c'est aussi l'argument qui est employé face à des mesures comme celle-là. Monsieur, pas du tout. Il n'y a pas de risque, à mon avis.
parce que maintenant tout est liberticide. Vous avez vu ça, tout est liberticide. Non, je ne crois pas qu'il y ait de risque autoritaire. Il y a des instances comme le Conseil constitutionnel, comme le Conseil d'État, qui veillent à ce qu'on ne sorte pas des clous. Mais entre ne pas sortir des clous et laisser faire n'importe quoi, il y a un monde, et c'est pas la même chose. Et je pense que, je vous donne un tout petit exemple. Il y a eu des édiles de la République qui ont manifestement, sûrement une minorité, mais on n'a pas agi, qui ont négocié d'une certaine façon de l'argent pour créer une association cultuelle, et non pas culturelle, comme on a tendance à le dire, de l'argent contre des voix. Je vous donne ça et vous votez pour moi. C'est inadmissible. Voilà, c'est inadmissible. Difficile à prouver, mais inadmissible. Oui. Et ben, dès le premier doute qu'on a eu, je pense que ça, on aurait peut-être pu être plus actif. Oui. On aurait pu soutenir davantage Samuel Paty. On aurait pu et on pourrait soutenir davantage la jeune Mila aujourd'hui. Alors, en ce qui concerne le malheureux Samuel Paty, bon, c'est fini, c'est raté. En ce qui concerne Mila, oui, je pense que on a oublié que c'est elle qui a été gravement insultée en tant que personne. Et elle a répondu par le propos qu'on sait assez radical, qui est la façon de parler aujourd'hui des jeunes, mais elle n'a pas insulté la personne qui lui tweetait, elle a insulté la religion. Bon, je ne veux pas reprendre tous les termes. Mais elle ne s'est pas, comment dirais-je, adressée à une personne humaine. Pas du tout. Elle a dit ce qu'elle pensait du Dieu des musulmans. Est-ce que ça vaut d'être menacé de mort tous les jours par des tweets? Est-ce que ça vaut d'être obligé de se cacher? Ça vaut d'être dans un état psychologique qui devient de plus en plus difficile pour elle, d'après les confidences qu'elle a faites? Oui, je le dis franchement, on ne l'a pas soutenue suffisamment. Oui, les féministes n'ont pas assez soutenu. Les féministes n'ont pas assez soutenu. La République, c'est ça que vous dites? Oui, je dis que les féministes d'abord. Parce qu'après tout, bon, elle est lesbienne. On sait aujourd'hui que ça n'a rien d'un crime d'être lesbienne. Elle a été insultée parce qu'elle était lesbienne. Il y a des tas d'associations lesbiennes qu'on entend jour et nuit en ce moment pour hurler contre les hommes qui n'ont pas pris la défense de Mila. Et passe au-delà des lesbiennes, elle n'a rien fait de mal. Elle a fait quelque chose de choquant pour les croyants en une religion et qui probablement était pour eux franchement désagréable. Mais à l'égard de la personne qui l'a insultée, elle ne menace personne. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça toute la différence. C'est que dans les pays musulmans ont une religion d'État qui est au-dessus de tout. Comme disait Victor Hugo, la religion chez elle, la politique aussi, différents. Ils sont deux mondes différents. Et c'est ça que doivent comprendre tous les Français. Oui. Il y a un monde privé, un monde public, un monde de croyance où on a toute liberté en France de croire ou de ne pas croire. Et non, la charia n'est pas au-dessus des lois de la République. Vous diriez, en un mot, pour conclure, Elisabeth Badinter, ça manque de courage aujourd'hui? La société manque de courage? Peut-être. Je dirais que vous voyez bien par l'exemple de Mila que on ne peut plus rien dire sans risquer d'être insulté, menacé dans les réseaux sociaux. Donc, beaucoup préfèrent se taire et ne pas parler. Merci Elisabeth Badinter. Quand vous publiez Les conflits d'une mère, Marie-Thérèse d'Autriche et ses enfants, ben là, j'allais dire, c'est une leçon de courage. Au fond, c'est peut-être le mot qui lui va le mieux, non? Ma chère Marie-Thérèse, oui, peut-être. Courage. Courage. Il en faut. Merci Elisabeth Badinter d'avoir été aujourd'hui notre invitée exceptionnelle sur TV5 Monde. Merci.